Qu'est-ce que l'UX Writing et le Content Design? Quel est le rôle de l'UX Writer au sein d'une équipe design? Comment travaille l'UX Writer? Est-ce que l'UX Writing est indispensable pour une bonne expérience utilisateur? Voici quelques questions que j'ai posées à Amandine et à Camille durant cette interview. Et bien sûr, il y a encore plein d'autres questions. Bref, vous voulez tout savoir sur l'UX Writing, le Content Design et le métier d'UX Writer? C'est maintenant dans Design Plus. Bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut Camille, salut Amandine, comment allez-vous? Très bien, et toi? Salut, de mon côté ça va aussi super bien. Eh bien, ça va très bien, merci. Comme je le disais en introduction de cet épisode, c'est la première fois dans Design Plus que je reçois deux designers. En plus, là, c'est deux femmes, donc c'est encore mieux. Et c'est vraiment très sympa à vous deux d'être intervenus aujourd'hui dans Design Plus pour parler d'un sujet que je voulais partager avec tout le monde depuis longtemps et qui m'intéresse depuis longtemps. C'est l'UX Writing et plus globalement le Content Design. Et avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les deux, s'il vous plaît? Alors, bonjour à toutes et tous, je suis Camille Promera, je suis UX Writer et Content Ops, actuellement freelance. Ça fait environ 15 ans que je travaille dans les métiers du contenu et plus précisément dans l'UX Writing. J'ai tout comme Amandine une formation de rédactrice et de traductrice qui s'est de plus en plus spécialisée dans le numérique, avec des expériences professionnelles dans des startups, puis dans des grands groupes. Et je suis devenue UX-Writer en 2012 lors de mon arrivée chez Deezer. Et depuis 10 ans, voilà, j'accompagne des entreprises dans l'intégration des problématiques content à leur cycle de vie design, au cycle de vie produit. Voilà. Et actuellement, je suis en mission dans une entreprise qui s'appelle Miracle. Donc je m'appelle Amandine Aguitch, je suis lead UX Writer chez Sendinblue actuellement. Comme Camille, ça fait une quinzaine d'années que je fais de l'UX Writing sans avoir exactement l'idée du nom du métier, qui est en ce moment d'ailleurs en train de changer de nom pour le Content Design, mais je pense qu'on pourra en parler plus tard. Je suis passée j'ai fait des allers-retours entre start-up et gros groupes de Blablacar à Sendinblue en passant par Accor, et aujourd'hui je suis à la tête d'une équipe où il y a les deux verticales qui constituent un peu les socles de ma carrière, avec d'un côté la traduction et de l'autre côté la création de contenu pour le produit. Alors, c'est vrai que je vous ai sollicité pour venir en parler, mais j'aimerais savoir pourquoi vous vouliez parler d'UX Writing et de Content Design dans Design Plus aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, je crois que la raison la plus évidente, c'est qu'on résume souvent notre métier finalement à nos livrables, c'est-à-dire les mots. On nous considère comme des personnes qui fournissent les mots dans une interface et qui ne font que ça. Or, c'est un petit peu comme voir que l'aspect graphique d'une interface, ne pas réfléchir à tout ce qu'il y a derrière, le travail de recherche, la réflexion, les itérations, pour arriver à une maquette finalisée et un produit finalisé. En fait, nous, on fait bien plus que rédiger, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce podcast, justement. Ok, très bien. Pour démarrer, je pense que ce serait intéressant pour les auditrices et les auditeurs que vous donniez une définition de l'UX Writing et le Content Design
Et puis moi, ma seconde question, ce serait, existe-t-il d'ailleurs une différence entre le content design et l'UX writing, s'il vous plaît? Alors, je veux bien y aller, Camille, pour cette question. L'UX writer, c'est la personne au sein d'une équipe de design UX qui va s'occuper de trouver la bonne terminologie pour l'expérience utilisateur. Mais c'est pas que une question de microcopie. C'est aussi une problématique un peu plus profonde d'aller définir vraiment les concepts clés d'un produit et de bâtir une ontologie. Et pour ce qui est de savoir s'il y a une différence entre le content design et l'UX writing, le terme content design, il est un peu en train de monter en puissance parce que justement, comme il replace le métier sur le design et montre bien qu'il y a une pratique plus globale que simplement la rédaction. Je pense que c'est essentiellement pour ça que ce terme-là est en train de monter. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je sais pas si c'est parce que je suis actuellement freelance que je fais un peu moins attention au titre de poste ou au nom de métier que quelqu'un qui peut être en CDI. Pour moi, en fait, ça a pas grande importance tant qu'il y a quelqu'un qui se soucie des mots. Si tu veux, qu'on t'appelle content manager, rédacteur UX, UX writer, product content writer, un peu tout ça, au final, quand il y a quelqu'un dans l'entreprise qui se soucie de cette problématique-là, c'est déjà un grand pas en avant. Après, on le voit, je pense que c'est une question aussi de marché. C'est-à-dire qu'en France, ce métier-là, il y a 20 ans, on appelait ça, on appelait ça un petit peu de la rédaction technique. On pouvait appeler ça de la rédaction liée à l'ergonomie. Donc, de toute façon, c'est des problématiques qui sont pas nouvelles. Mais avec la professionnalisation de nos métiers, on crée un poste pour un ensemble de tâches assez précis. Moi, vraiment, la différence que je vois, c'est qu'en France, c'est encore un marché un peu nouveau. Ça fait à peu près 10 ans qu'on voit ce genre de poste dans les entreprises, dans les startups, dans les grands groupes. Donc, on appelle tout ça UX writing. Parce qu'au final, c'est peut-être aussi le terme le plus facile à comprendre pour un francophone. Ça, franchement, c'est un débat à avoir, mais peut-être que quand on parle de content design, des gens vont penser que c'est du graphisme. Parce que le content, est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est vraiment des mots, etc. Je pense que UX writing, c'est le terme un peu consacré en France pour nos métiers. Mais dans des entreprises comme Google, comme Facebook, comme on pourrait dire comme Intercom ou des très grands groupes B2B ou B2C, il y a aussi des plans de carrière. Il y a des gens qui sont plus juniors, des gens qui sont plus seniors, il y a des gens qui ne vont pas faire de production, il y a des gens qui vont ne s'occuper que de la rédaction. Donc là, il y a un distinguo un petit peu entre les responsabilités. Donc on va avoir des content strategists, des content designers et des UX writers au sein d'un même groupe. Donc c'est vraiment une problématique assez complexe et c'est aussi on va dire que c'est le parallèle avec l'évolution des métiers du design où on a maintenant des service designers, des UI designers, des UX designers. Il y a des spécialités qui se distinguent, mais pourtant on peut trouver des gens qui font du product design et qui encapsulent toutes ces skills. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que, d'après vous, l'UX writer ou le content designer ou la content designer, c'est une personne que l'on va trouver plus facilement dans des grandes sociétés, des grands groupes, ou bien dans des structures beaucoup plus petites? Alors, dans des gros groupes, à l'origine, oui, puisque la rationalisation de la pratique, elle vient des géants de la Silicon Valley. Sur la scène française, je crois pas que ce soit l'apanage de grosses boîtes. Je pense que ça arrive à un certain niveau de maturité dans la création d'une équipe design, mais que ça peut être une toute petite équipe design qui a 6 designers et qui décide dès le début de se doter de quelqu'un pour s'occuper du contenu, comme ça peut être une plus grosse boîte qui finit par s'en rendre compte alors que l'équipe de designers fait déjà une vingtaine de personnes. D'accord, ok, très bien. Dans une entreprise aujourd'hui, comment se positionne donc l'UX writer et quel est son rôle exactement finalement ?
Alors, idéalement, il se situe dans l'équipe design. On voit encore parfois passer des annonces qui rattacheraient l'UX Writer à une équipe de marketing, puisque c'est vrai que souvent, jusque-là, dans l'histoire de l'entreprise en question, les personnes qui s'occupaient des mots, ça pouvait être un peu les PM, ça pouvait être un peu les designers, mais c'était quand même souvent les personnes du marketing ou du product marketing. Donc idéalement, quand même au sein d'une équipe UX design qu'on a notre place. Mais il faut quand même qu'on soit capable de faire des ponts avec le marketing, parce qu'en fait, si on vend un produit, il faut quand même être sûr qu'il va avoir le même nom, ou une feature qu'elle va avoir le même nom dans la communication et puis au sein du produit. Il faut aussi qu'on puisse discuter avec le service client, qui en bout de course va recevoir des messages et expliquer davantage le produit, et qui donc va devoir être au courant de la terminologie qu'on utilise, des noms des CTA qu'on a mis en place. Et quand il y a une équipe de product marketing, c'est pas systématique, mais on a vraiment intérêt à s'aligner. Tout à l'heure, Amandine, tu prenais comme référence les USA. Est-ce que pour toi, ou d'après toi, le rôle du UX-Writer, de content designer, est différent entre la France et les USA? Alors, je pense que le rôle, c'est un peu le même, mais quand tu vois que une entreprise comme Booking, alors qui est pas aux US, qui est à Amsterdam, mais ils ont plusieurs dizaines d'UX writers, un groupe comme Meta, là, ils sont dans une grosse phase de recrutement. Ils mettent des annonces un peu partout et ils ont déjà plusieurs équipes de plusieurs dizaines d'UX writers. Euh, En France, c'est beaucoup plus modeste, puisque à ma connaissance, les boîtes qui ont les plus grosses équipes, c'est peut-être Conto, et ils en sont à une dizaine, si je me trompe pas. Euh, Excuse-moi, Amandine, tu dis bien une dizaine d'UX-Writers? ouais, Camille, est-ce que je suis à côté de la plaque Non, non, ou... je crois bien que c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, ils sont aussi des UX writers par langue. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui travaillent exclusivement en français, d'autres qui vont gérer la plateforme en italien, en espagnol, etc. Ah oui, quand même. Waouh, c'est vraiment une très grosse équipe. Alors oui, à ma connaissance, c'est la plus grosse équipe en France, mais rien que le fait d'avoir une équipe dédiée à l'UX Writing, c'est déjà un gros pas quoi dans une carrière. Ok. Et ce serait quoi en fait le début de carrière, l'évolution, finalement le plan de carrière d'un UX-Writer, s'il vous plaît? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est des questions c'est cool d'en parler en fait, parce il y a 5 ans, je pense que c'était même pas envisageable de parler de ça, parce qu'un UX writer, oui, c'était la personne qui faisait les mots. Donc bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme évolution si on part de ce constat-là? Or, comme on l'a vu juste un petit peu avant, il y a vraiment ce côté, je vais passer par peut-être première étape, ça va être rédacteur pour plusieurs squads, par exemple. Et si l'entreprise grossit, ou si elle embauche des designers, peut-être que je vais passer et devenir UX writer dédié sur une squad. Donc, il va y avoir une montée en compétences et une montée en spécialité. Et ensuite, naturellement, comme on l'a vu sur le design, on va peut-être avoir un lead UX writer ou un lead content qui va ensuite monter en head of content. Et on peut imaginer un jour, voilà, pourquoi pas des VP content qui vont être en charge de l'expérience utilisateur du point de vue du contenu. Donc les responsabilités d'une telle personne, ça pourrait être, comme le disait Amandine, la cohérence de la terminologie, la cohérence du tone of voice, la cohérence des messages depuis le premier touchpoint jusqu'à la fin de l'expérience de l'utilisateur. Ça pourrait être aussi la validation des maquettes. Il y a vraiment plein de choses envisageables. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très positif, parce que on parle vraiment d'une expertise qui va évoluer. Donc il va y avoir la création d'équipes, mais aussi la montée en spécialité. Donc on peut imaginer aussi dans quelques années voir des référents UX writers sur des problématiques d'engagement ou de rétention. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Et ça, je trouve que
c'est hyper encourageant pour nos métiers. D'accord, c'est intéressant la vision que tu donnes de l'évolution du métier du UX-Writer. Et une question qui me vient comme ça, j'aimerais savoir, est-ce que dans le futur, vous imaginez que l'équipe UX Writer avec un VP UX Writer, un Head of UX Writer, etc., soit plutôt concentrée et rassemblée avec l'équipe design ou plutôt dispersée à travers la société avec les équipes marketing, l'équipe client, etc., etc. Alors moi, je trouverais ça intéressant que les équipes content soient au même niveau que les équipes design. Parce qu'au final, si on applique un petit peu ce dont on va parler juste après, c'est-à-dire la place on va dire les différentes briques qui vont permettre d'avoir la meilleure expérience possible, on va avoir le design, la research, le contenu. Donc on pourrait imaginer que ces 3 piliers-là soient au même niveau dans la hiérarchie, dans une grande équipe expérience, par exemple. Je pense qu'à terme, en fait, plus l'équipe content va grossir, notamment avec les problématiques de localisation, plus ça va être légitime d'avoir une équipe dédiée. Ok, oui, tout à fait, Camille, on va en parler juste après, tu as raison. Tout à fait. Mais avant de venir à ce sujet, j'aimerais savoir quels sont les écueils les plus courants dans lesquels les entreprises tombent souvent. Alors, je pense un des premiers, à mon avis, Camille, tu vas être d'accord avec moi, c'est l'obsession du tone of voice, où c'est un gros sujet. C'est quelque chose qu'on voit systématiquement dans les annonces de recrutement, et c'est vrai que ça fait partie de notre métier. Mais en fait, on n'est pas là pour rendre le produit plus fun. Je te coupe, Amandine. Je pense que ce serait pertinent ici peut-être d'expliquer ce qu'on appelle le tone of voice. Oui, tout à fait, Camille, tu as raison. J'allais vous le proposer. Parce qu'en fait, pour nous, c'est un mot un peu, tu vois, qui nous fait frissonner. Mais le tone of voice, en français, c'est ce qu'on peut appeler le ton de voix. Pour simplifier, c'est la manière dont on va parler aux utilisateurs. C'est un terme qui est issu du marketing, parce que on voit bien que entre Nike et Pampers, il n'y a pas la même manière de parler, il n'y a pas la même manière de s'adresser aux utilisateurs. Et un produit, ça peut être la même chose. Sauf que souvent, les équipes qui ont une méconnaissance de nos métiers se disent, et ça va peut-être nous donner un deuxième écueil, c'est que l'UX Writing, c'est pour se différencier des autres. Et justement, ce focus sur le tone of voice, ce focus sur la manière de parler, c'est un petit peu comme si on rajoutait une couche de glaçage sur un gâteau pas très bon. Et même si le glaçage est très bon, au final, l'expérience sera pas super. Et c'est un petit peu ça l'écueil avec le tone of voice. Ouais, alors moi j'ai un deuxième écueil, c'est la rationalisation à l'extrême du contenu. En fait, l'idée, c'est que une trop grande variation sur les CTA, ça empêche la création de patterns. Jusque-là, je suis complètement d'accord. On peut aussi vouloir formaliser la forme des CTA, puisque moi, je me souviens d'une page d'un gros produit français où en fait vraiment sur la même le même écran, on avait un bouton où c'était une forme nominale du type connexion, il y avait un bouton où ça pouvait être acheter EZ et un autre bouton où c'était prendre à l'infinitif. Ça complique un peu les choses puisque finalement en tant qu'utilisateur, tu sais pas comment on te parle, si quand on te donne des ordres, il faut que tu cherches à cliquer dessus, ça crée une confusion. Donc on peut rationaliser ça et se dire par exemple, tous les CTA, ils seront à la forme infinitif. Par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est faire une liste de tous les CTA d'un produit, puisque l'idée, c'est que un CTA où il y a simplement écrit acheter, il n'est pas accessible en fait. Les personnes qui ont notamment des troubles visuels utilisent des logiciels qui vocalisent les interfaces et qui vont, pour résumer, dans mon souvenir, lire d'abord les titres, puis les CTA. Et idéalement, il faut qu'avec ces deux éléments-là, on arrive à comprendre ce qui se passe.
si ton CTA il est pas un peu plus clair que ça et qu'on te dit pas ce que tu achètes, la personne va probablement devoir écouter l'intégralité de la page, ce qui va lui compliquer la vie et ce qui va aussi compliquer la vie des utilisateurs qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec l'outil informatique. Donc pour résumer, moi je dirais un des écueils, c'est de parvenir à c'est de vouloir aller trop loin dans la rationalisation. Ouais, c'est un très bon point, j'avais jamais trop pensé. Mais c'est vrai qu'avec l'essor du design system, on en parlera peut-être un peu plus tard, bah, il y a aussi cette tendance à vouloir, voilà, avoir des wordings, on va dire, sur l'étagère, c'est ça l'expression, je crois, qu'on puisse prendre et réutiliser à chaque fois, sauf que, bah, l'interface, ça peut pas être que ça. Parfois, il y a besoin de variations, d'explications plus ou moins longues et ça, bah, on peut pas y couper. Moi, un gros écueil que je vois et on parlait des offres d'emploi un peu plus tôt, moi un écueil que je vois, c'est ce truc où on va dire, bah, vous êtes garant, de la qualité des textes et donc vous êtes en charge de relire l'existant, et de faire en sorte que ce soit bien écrit. Bon, bah, le côté, bah, relis des écrans et la notion de bien écrit, ben, c'est très relatif. Je vous donne un exemple. Il m'est déjà arrivé sur des projets qu'on me dise, voilà, ben là, il va y avoir un onglet, on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans, mais il nous faudrait le titre de cet onglet. Ou alors, ben, pour l'instant, on appelle ça comme ça, mais ça va peut-être changer. Ou alors, bah, dans une section, on a mis des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais il faut quand même trouver un titre pour cette section. Et quand on a le malheur, Le fameux on n'a pas anticipé et on pense que les mots vont résoudre tous nos problèmes d'organisation. exactement. C'est-à-dire que quand on a une section qui mélange des choses qui n'ont rien à voir, bah, quand on va proposer quelque chose comme plus de détails ou je sais pas, quelque chose qui va être fourre-tout et donc qui nous ne va pas nous satisfaire, bah, potentiellement si la feature ne marche pas, bah, ce sera de notre faute. Et donc ça, c'est très compliqué. Et donc ça, c'est vraiment, comme le disait Amandine, ce truc de, bah, comme les mots arrivent à la fin, bah, s'ils ne trouvent pas une solution, bah, la feature va se planter, bah, ce sera la faute des mots. Parce que c'est la première chose, on va dire, c'est peut-être la première chose sur laquelle les utilisateurs vont accrocher, ou pas, du coup. Et ce truc de, on est là pour relire, c'est vraiment, peut-être je dirais la plus grosse, incompréhension autour de notre métier. C'est ce côté, on est des éditeurs, en fait. On est des relecteurs des éditeurs. C'est vraiment bizarre comme situation parce que en fait, les mots sont des choses qu'on utilise tous les jours, à chaque instant, comme en vocal en ce moment, ou bien à l'écrit via un SMS ou via un email. Et finalement, dans une interface ou lors de la conception d'un produit, c'est quelque chose qui arrive à la fin. Alors après, il y a une nouvelle tendance dans le design qui est le content first design, qui justement va ancrer complètement l'expérience utilisateur dans les mots qui, comme tu le dis, Laurent, sont absolument cruciaux in fine, mais pour autant, euh, je pense que c'était tellement pas le métier des designers et des PM que c'est resté un impensé assez longtemps. Et c'est une tâche qui, malheureusement ou heureusement, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, en fait, qui retombe encore actuellement souvent sur les développeurs. Parce qu'en fait, bah, si les PM font ça à l'arrache, les designers le font à l'arrache, la maquette va forcément passer en intégration à un moment ou à un autre. Ce qui fait que si le développeur voit quelque chose qui n'est pas logique, qui est mal rédigé ou qui est manquant, mais c'est lui ou elle qui va faire cette tâche. Et certains devs le font d'ailleurs très bien. Dans beaucoup de confs sur le content, on va dire oui, ben les développeurs ils rédigent des messages qui sont incompréhensibles. C'est loin d'être le cas, vraiment pour avoir beaucoup travaillé avec des développeurs. Mais c'est quelque chose qui semble peut-être facile aussi à faire. Donc on se dit qu'on le fera plus tard parce que ça va aller vite. Et j'aime bien utiliser cette métaphore d'une ancienne designeuse avec qui j'ai bossé qui s'appelle Julie Chabin. Elle disait c'est comme si je devais faire la maquette d'un livre mais que je n'avais pas encore le manuscrit. C'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que on me demande de faire une maquette mais je ne sais pas si je fais un livre de cuisine ou un roman ou un livre de photos.
on va pas créer le même design si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est exactement la même chose. Et je trouve que cette métaphore, elle est très parlante. Ah oui, je suis absolument d'accord avec Julie Chabin et toi Camille, et la métaphore est vraiment très bien trouvée. Pour continuer l'interview, ce serait intéressant que vous expliquiez votre démarche du X-Writing. Est-ce que vous avez un process? Si oui, quel est ce process et quelles sont les différentes phases, s'il vous plaît? Alors, on peut mettre en place plusieurs process pour faire de l'UX Writing et de la recherche sur le contenu, mais globalement, on va suivre le double diamant, qui est un processus créatif assez fréquemment mis en place dans une équipe de design, qui a des phases de divergence et des phases de convergence qui correspondent à plusieurs phases qui vont de l'observation au prototypage avec des brainstorming et qui mènent à l'implémentation d'une solution. Donc nous, dans ce cadre-là, le cadre du double diamant, en fait, on intervient dès la phase de discovery. Lors de la phase de discovery, nous, on peut mettre en place une recherche terminaux qui nous sert à créer une ontologie solide. L'ontologie, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le design, mais en fait, à la base, c'est une pratique de linguistes, et c'est une pratique de personnes chargées de créer des glossaires ou des dictionnaires. Et nous, on a vraiment les outils et la réflexion pour créer un écosystème de termes et de concepts et modéliser leurs interactions. Alors, je peux développer un peu plus. Il y a un concept assez clé du côté de l'UX Writing, qui est la permanence ontologique. Donc les objets principaux et les personnes clés du produit ne peuvent pas changer de nom sur la plateforme. Votre utilisateur, si selon les différentes verticales du produit qui correspondent en général aux différents PM, un coup il s'appelle client, un coup il s'appelle utilisateur. Si on branche des équipes de personnes sur votre produit et que on parle de leur lien en parlant un coup d'un collègue, un coup de personnes de votre équipe. En fait, ça complique vraiment l'expérience utilisateur. Il a besoin de savoir comment il s'appelle et il a besoin d'avoir un même nom tout au long du produit. De même pour parler des objets. Si par exemple vous vendez des nuitées ou des nuits dans des hôtels, si on a l'objet réservation, quand l'utilisateur agit, il va réserver. Ça c'est une chose. Mais idéalement, il va pas falloir qu'à d'autres endroits, il effectue une réservation ou fasse une réservation. Parce que en fait, ces problèmes-là, qui souvent dans une même langue vont avoir l'air d'être assez anecdotiques, dès qu'on va passer à la traduction, en fait, ça va pouvoir prendre une ampleur de différence qui va confiner à la dissonance. Ok, donc je comprends mieux. En fait, ça veut dire que dans un service digital, dans un produit numérique ou autre, on va devoir rappeler les utilisateurs de la même façon, pour que ça soit identique également dans les différentes langues. Mais au-delà de ça, c'est aussi les objets qui vont apparaître tout au long du parcours, qui sont inclus dans le service. C'est ça ? Alors oui, ça va même un peu au-delà de ça. C'est pas que sur le produit. Cette question-là, elle doit traverser les équipes de marketing et les équipes de sales et les équipes également qui s'occupent du service après-vente. Et oui, effectivement, comme tu le dis, voilà, ça touche tous les domaines de la société. J'imagine par exemple la SNCF ou chez Airbnb. Tous les objets portent la même définition parce qu'ils vont être utilisés non seulement sur toute la partie branding, communication sur les réseaux sociaux, et il faut que les mêmes noms de service, les mêmes outils, les mêmes utilisateurs portent le même nom. Exactement. Donc oui, comme le disait Amandine, c'est vrai que c'est hyper important pour un utilisateur d'entendre les mêmes mots
on va dire depuis sa première touche, par exemple avec un commercial, ou alors depuis la première vue d'une publicité en ligne, jusqu'à son produit. Donc c'est vraiment hyper important de travailler ce nommage. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais chez Deezer, une de mes premières missions, ça avait été justement de créer ce glossaire terminologique. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'entre les plateformes Android, iOS, le site web, et ben que certains utilisaient des playlists, d'autres listes de lecture. Donc un utilisateur qui avait à la fois le site web et potentiellement Android, on n'utilisait pas le même mot. Donc ça semble hyper anecdotique, c'est-à-dire que les deux portent un certain sens, c'est compréhensible, sauf que quand on est habitué à une interface, qu'on switch vers une autre et qu'on a un terme différent alors que c'est le même objet, c'est très très perturbant. Donc en gros, ce qui est important, c'est de choisir le bon terme. C'est pas grave d'avoir une incohérence tant qu'on la repère et qu'on la corrige. Évidemment, le choix de terme, il se fait pas au petit bonheur la chance. On va questionner nos utilisateurs, regarder les usages et prendre une décision. La terminologie aussi, c'est quelque chose qui a été très très discuté aux États-Unis ces dernières années, lié au mouvement Black Lives Matter. C'est justement la terminologie raciste et non inclusive qui existe malheureusement dans la tech, qui a été amenée par le développement. L'exemple un peu typique, c'est la notion de master et de slave en développement. On va avoir le whitelisting, le blacklisting. Alors peut-être que nous, en tant que non anglophones, c'est des notions qui nous touchent un petit peu moins parce que c'est pas notre langue maternelle, c'est peut-être moins impactant, mais n'empêche que au final, nous, en tant que rédactrices, on peut totalement éviter ces termes. Donc c'est intéressant aussi de trouver des alternatives, de changer les mentalités via le contenu et au final d'effacer cette terminologie non inclusive. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche assez poussé. Donc évidemment, ça se fait pas seule en tant que rédactrice en entreprise, mais c'est un mouvement de fond qui doit être aussi insufflé par un produit, une entreprise. Pour moi, dans la discovery, il y a aussi un point très important. On a parlé de la termino, mais il y a aussi tout ce qui est architecture de l'info. C'est-à-dire que quand on travaille un produit, on va voir comment on va structurer le flow, comment on va structurer les pages, comment on va structurer les contenus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder des concurrents, mais aussi des sites qui font complètement autre chose, mais peut-être qui ont des points communs, parce qu'on regarde un onboarding, ou on regarde un parcours des inscriptions, quelque chose comme ça. Et on va voir comment ils ont structuré leur contenu, quel contenu ils ont mis à quelle étape, quel volume de contenu, comment ils structurent leur navigation. Donc ça va potentiellement aussi nous donner des idées pour hiérarchiser tel ou tel contenu, pour voir des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a une grosse valeur ajoutée, surtout pour un PM et pour un designer. Au final, tout ce qui est discovery, ça peut sembler un petit peu nébuleux. Je crois que c'est pas juste quelque chose qui est lié au contenu. Ça peut peut-être sembler aussi nébuleux côté produit, côté design. N'empêche que là, on vient de vous montrer qu'on peut, au final, comme rendu en fin de discovery, on peut vous rendre une terminologie consacrée. On va dire quels sont les termes de la fonctionnalité et les termes à ne pas utiliser. On peut aussi benchmarker, comme on disait, l'architecture de l'info. Donc, on peut suggérer une navigation ou en tout cas une structure du contenu. Donc, il y a quand même des livrables assez concrets. Évidemment, ces livrables, ils vont nous servir à nous en tant que rédactrices pour travailler, mais ils vont surtout servir l'équipe produit. Ça, je pense, c'est quelque chose sur quoi on peut insister vraiment parce que au final, avoir les termes de la fonctionnalité avant même qu'on commence à poser des maquettes, c'est très utile pour le PM. Parce que le PM, au moment où il va briefer sa fonctionnalité, il pourra utiliser les bons mots directement. Ça va insuffler plus de collaboration. Et donc, au final, dans le brief produit qui va servir justement au lancement du projet, on aura des infos concrètes, des infos tangibles en matière de contenu. Et pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. C'est hyper important. Et si je peux compléter, il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé. C'est que cette terminologie-là, idéalement, comme quand même c'est de l'UX qu'on fait, on va aller la vérifier auprès des utilisateurs. On se retrouve trop souvent quand on a des produits un peu complexes parce qu'ils sont construits par des experts, à utiliser une termino que les utilisateurs finaux ne comprennent pas.
Si on inclut une bonne démarche de recherche terminaux dès le début, eh ben on va pas se retrouver avec toute une section du produit sur lesquels les utilisateurs ne cliquent jamais parce qu'en fait ils ne comprennent pas le nom de l'onglet. Ça a l'air très caricatural, mais c'est encore trop souvent le cas dans les produits techniques. Oui, ok. Je suis d'accord avec vous parce que même moi, je l'ai vécu et pourtant je suis assez geek, entre guillemets, et j'ai eu quelques difficultés des fois à utiliser certains produits ou certains services qui étaient sur Internet. Donc après cette phase de discovery, j'imagine qu'il y a d'autres phases. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît? Bien sûr, on va évidemment se lancer dans l'idéation. Donc c'est le moment justement où on va explorer justement les potentielles solutions à la problématique qu'on définit. Donc là, on va faire du co-design. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on va être à côté d'un designer et on va travailler ensemble, on va essayer de monter finalement un parcours, un wireframe, un mock-up, etc., jusqu'à évidemment le prototype final. Mais l'idée, c'est que là, on va pouvoir poser des flows, poser les étapes idéales de la fonctionnalité. Et donc ça, c'est un travail qui est hyper passionnant parce qu'on va pouvoir explorer et on va vraiment avoir une influence sur le design. On va pouvoir essayer de guider le designer dans ses choix de composants. On va aussi l'aider à bien hiérarchiser l'information, à faire attention qu'il n'y ait pas trop d'infos à un endroit. On peut même déjà parler des problématiques de localisation si notre produit est multilingue, par exemple. On va essayer déjà de prévoir ce que pourra donner une interface dans une langue autre que le français ou l'anglais, en tout cas notre langue de travail. C'est vrai que dans le tandem designer UX writer de plus en plus est complété, en tout cas sur certains projets et pour certaines phases lors de l'idéation par la venue du spécialiste ou de la spécialiste en localisation. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce qu'en fait, plus ces problématiques-là sont anticipées, moins ça craque à la fin et moins on se trouve avec des interfaces qui sont illisibles dans les langues cibles d'une entreprise. Donc si par exemple vous travaillez votre langue source, donc la langue dans laquelle vous travaillez c'est l'anglais, mais que votre plus gros marché c'est l'Amérique latine et que vous n'avez jamais regardé vos interfaces en espagnol, là on va avoir un gros problème. Donc là, je pense que la première chose, si on demandait de manière générale à tous les designers de France, à votre avis, un rédacteur UX, il travaille où? Il travaille avec quel outil? Je pense que 90% te répondraient, il travaille dans un Google Doc ou dans Google Sheet. Parce que c'est, pour rédiger, on utilise un clavier, on tape des textes, donc on utilise finalement Drive ou Word, etc. C'est pas malheureusement c'est encore beaucoup le cas dans de nombreuses entreprises. Mais pour faire du co-design, il faut pas sortir de l'outil du designer. Donc évidemment, pour aller plus vite et pour mieux travailler, on va travailler dans Figma. Je pourrais dire Sketch, mais je crois que malheureusement Sketch n'est plus trop dans la tendance. Mais peut-être que dans 5 ans on n'utilisera plus Figma, donc qui sait. En tout cas, l'idée c'est vraiment de travailler dans l'outil du designer avec lui ou avec elle, parce qu'on va pouvoir tout de suite se rendre compte du rendu, en tout cas de l'interface. Donc on va pouvoir voir des problématiques de longueur, des problématiques de structure. Vraiment, on va pouvoir tout de suite spotter des problématiques. Donc ça, c'était très très intéressant. Ça me rappelle, il y a quelque temps, je bossais avec une équipe dont le designer travaillait sur la création d'une application qui allait servir à payer, c'était pendant le Covid, à payer directement sans retourner voir le serveur en fait. Et le designer m'avait fait un super bouton, mettons payer 20 €. Et à ce moment-là, moi, j'arrivais trop tard dans la conception, je pouvais faire qu'une relecture finale. Et donc, je lui ai dit, là, ton bouton payer 20 €, ça marche bien en français. Par contre, si tu commences à traduire le prix en roubles, payé en russe, et que tu vas sur un iPhone S quelque chose là, qui est un peu ancien mais dont l'écran est tout petit, tu vas te retrouver avec un bouton qui fait
systématiquement 3 ou 4 lignes. Et en fait, les personnes ne comprennent pas un bouton qui fait 3 ou 4 lignes. Je pense se retrouvent en bas de la page en croyant que c'est un encadré, abandonnent le truc, vont payer auprès du serveur et lâchent complètement l'application. Euh, et ça, en fait, le designer peut pas systématiquement anticiper toutes ces problématiques-là. Et un autre avantage que je vois au co-design, et c'est souvent quelque chose qui stresse un peu les PM et les designers, c'est qu'en fait, 3 cerveaux, donc si on pense à un trio PM, designer, rédacteur, 3 cerveaux, on travaille plus vite et mieux qu'à 2. On va avoir quelqu'un qui va amener son expertise, qui va pouvoir peut-être donner des retours un peu différents au designer ou au PM, ce qui fait qu'on va trouver une solution, à mon avis, plus efficace à une problématique. Parce que dans la tête des gens, souvent, quand on dit une autre personne dans le process, on voit des tickets Jira qui s'empilent, un ralentissement, etc. Alors qu'en fait, quand on a un ping-pong très, très, très rapide entre 3 personnes, on peut vraiment avoir une solution très efficace. Dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé assez récemment, j'ai notamment une product director qui m'a dit en fait, on arrive à résoudre des problématiques UX ensemble et ce beaucoup plus vite. En fait, c'est vraiment ce truc. Elle me disait, mais en fait, on craque les trucs beaucoup plus vite qu'avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment vraiment le meilleur verbatim qu'on peut donner, parce qu'en fait, c'est ce truc de ah ouais, mais toi avec le contenu, t'as une vision un peu différente. Peut-être que tu vas nous apporter ta solution qui va nous aller et on va la façonner ensemble. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très clé. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la phase d'idéation? Est-ce que vous auriez oublié quelque chose? Quelque chose sur lequel on va aussi porter pas mal d'attention, c'est les happy flow et les non happy flow. Souvent, les designers vont évidemment proposer l'expérience idéale et pas forcément penser à tous les cas d'erreur de manière hyper large. Donc peut-être des empty states, mais des erreurs non bloquantes, les erreurs bloquantes. Ce qui fait que au final, au moment de la rédaction et de la livraison des maquettes, il va y avoir des messages manquants. Et donc c'est le moment où les devs vont venir nous voir en disant il nous manque des messages. Donc c'est important aussi de définir des specs très très clairs sur justement ces messages d'erreur et toutes ces situations problématiques qui pourraient arriver. Et surtout que les devs viennent nous voir souvent effectivement parce qu'il manque des messages d'erreur. Mais dans l'absolu, on arrive souvent un peu tard à ce moment-là pour dire que un seul message d'erreur va pas pouvoir couvrir tous les cas. Que par exemple le paiement n'a pas fonctionné, on peut pas avoir un seul message d'erreur pour nous on a un problème sur notre API et t'as pas d'argent sur ton compte. On peut pas gérer des problèmes aussi variés en un seul message. Et si on nous laisse pas intervenir tôt justement dans la définition de ces flows-là, on va se retrouver avec des messages d'erreur qui sont complètement inactionnables, qui servent à rien, et il y a rien de tel pour faire péter les plombs à un utilisateur que de lui donner des messages d'erreur qui fonctionnent pas, et si possible qui vont pouvoir revenir en boucle. Là, on est sûr qu'on a un taux d'abandon hyper élevé. D'accord. Donc vous avez défini la phase de discovery, puis ensuite idéation, et j'imagine que maintenant c'est la phase de delivery. Et donc comment vous travaillez dans cette phase-là en fait? Exactement, c'est surtout qu'à un moment, il faut bien qu'on écrive. Et oui. Et en fait, la delivery, c'est là où on va vraiment faire ce travail de rédaction. Donc, si tu vois de tout ce dont on a parlé, tu te rends compte que le travail de rédaction, ça va potentiellement être 30% de notre quotidien, peut-être un peu plus ou un peu moins en fonction des projets, mais au final, c'est vraiment une petite partie de notre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, notre designer chouchou va nous donner le Figma sur lequel il a travaillé, et là, on va se lancer. Donc, on va rédiger directement dans les maquettes. Donc, on a les droits d'édition dans Figma, attention, pas en commentaire. Et là, on se lance. Non, surtout pas en commentaire, parce que alors là, les commentaires, ça donne lieu à des allers-retours sans fin, où après, en plus, le designer fait des copier-coller très répétitifs, et franchement, il et elle ont mieux à faire de leur journée que ça. Donc oui, donnez-nous un siège Figma et donnez-nous les droits de modification. Ça pourrait être pour en faire des t-shirts, je pense, ou des mugs.
Mais voilà, je pense que c'est vraiment là où on va travailler dans Figma. Donc, on va écrire, on va réécrire, on va potentiellement copier-coller des composants pour faire des essais. Mais en tout cas, on travaille dans l'outil. On va faire une utilisation des composants. Alors, ce que j'entends par là, c'est que peut-être je vais pas employer les termes techniques de Figma. Donc, si des designers écoutent, et je l'espère, ne me jetez pas la pierre. Vous, en tant que designer, vous allez créer des composants récurrents dans votre projet. Si par exemple, vous avez j'imagine un tableau qui va apparaître 50 fois dans vos maquettes. À mon avis, vous n'allez pas le créer 50 fois, vous allez créer un composant récurrent. Et ben Alors, nous, je en tant crois qu'ils appellent ça des molécules. oh là là, c'est trop de synonymes, tu vois. On en revient à l'ontologie. Euh, Vraiment, nous, en tant que rédactrice, on va pouvoir travailler directement dans les composants, ce qui fait que les modifications sont répliquées partout. Donc ça, c'est un gain de temps et ça évite les erreurs de copier-coller ou autre. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, pour le travail, la livraison, en tout cas, du contenu. Et évidemment, là, on va parler du content system, mais pour bien rédiger, en fait, on ne peut pas être entre guillemets seul. On a besoin de se reposer sur différents outils qui vont nous aider à rédiger. On va pas tout le temps réinventer la roue. On n'écrit pas du Proust, hein, on va pas se mentir. Donc nous, on va travailler avec un document qui s'appelle les Content Guidelines. Donc en gros, on va relire, se documenter sur ce qui a été fait avant. Donc, comment on rédige une modale, comment on rédige un bouton, est-ce qu'on met, on utilise la title case, donc des majuscules sur tous les mots, ou la sentence case, la majuscule sur le premier mot de la phrase. Tout ça, en général, c'est documenté dans une entreprise. En tout cas, c'est un travail que beaucoup de rédacteurs mettent en place dans leurs équipes. Et ça va nous aider à proposer une version de texte qui est cohérente par rapport aux autres fonctionnalités d'un produit, mais aussi cohérente en termes visuels au final. Donc on a ces guidelines, mais comme je disais, on réinvente pas la roue, donc parfois on se repose sur l'existant. Donc on va aussi essayer de réutiliser des textes qui existent déjà dans l'interface pour gagner du temps, mais aussi pour potentiellement récupérer des traductions existantes. Pour ça, on utilise un outil comme Zero8, donc un outil de design system. Ouais, et effectivement, ce que tu disais, Camille, la question de pas réinventer la roue, oui, ça permet de faire des économies de temps et d'argent au niveau de la traduction, mais surtout, ça nous permet de contribuer de manière très visible à la création de patterns chez l'utilisateur. Et ça, on le voit beaucoup au test. Euh, En fait, les utilisateurs et les utilisatrices parfois sont un peu paumés dans le produit et vont se souvenir avoir cliqué sur un bouton qui disait exactement ça et s'attendent donc à ce qu'ils refassent exactement la même chose. Euh, et là, c'est tout bénef pour nous. Euh, et on va arriver à ça en suivant nos guidelines. D'accord, c'est très intéressant de comprendre un petit peu toute votre démarche, votre travail. Là, à l'instant, vous parliez du Content Design System. Est-ce que vous pourriez nous expliquer soit la différence ou le parallèle avec le Design System, s'il vous plaît? Alors le parallèle avec le design system, il est très utile, mais il est pas absolu. Il y a un moment où il faut qu'on sache faire la différence entre un content system et un design system. Il y a des, des parties qui sont, par exemple, typiquement liées au contenu, où on va mettre le fameux tone of voice dont on parlait plus tôt, qui existe quand même si c'est pas l'alpha et l'oméga de notre métier. Donc il y aura ça. On va également prendre le temps de rédiger les guidelines d'accessibilité, s'il y en a au sein de l'entreprise, quel niveau on veut atteindre. Ensuite, on peut documenter le processus de localisation, parce que en fait le design system il sert aussi aux nouveaux designers, aux nouveaux PM quand ils arrivent, et qu'avoir une idée de comment tout ça s'articule, c'est bon pour eux. Et puis après on va pouvoir commencer à documenter les molécules ou les composants comme tu disais Camille. En revanche, la comparaison avec le design system,
elle va pas jusqu'au bout parce que on va pas pouvoir nous recenser, on va pas arriver in fine avec l'intégralité des boutons possibles dans le design system. Parce que, comme ce que je disais plus tôt, si on veut rester accessible, il faut pas non plus avoir des boutons trop flous. Donc il faut avoir des boutons contextualisés, et si on veut contextualiser ces CTA, en fait, on va devoir introduire une forme de variation assez souvent. Donc, est-ce que le Content System est un outil différent et extérieur du Design System, ou est-ce qu'il vient s'intégrer à l'intérieur du Design System? Vas-y Camille. Alors pour moi, c'est une super question. Moi, je trouve, en tout cas, ce qui est intéressant dans le terme content system, c'est que ça démystifie notre travail. C'est-à-dire que on voit notre travail comme quelque chose d'un peu, comme je disais, léger, accessoire. Et en fait, à travers le terme content system, le parallèle se fait bien parce que dans un design system, on a une lib de composants et on a des guidelines d'utilisation. Et au final, nous, côté contenu, on peut avoir la même chose. On peut avoir des guidelines d'utilisation, comme l'a très bien décrit Amandine, mais on peut avoir aussi une lib de tous les éléments de texte d'une interface. On peut avoir, dans un content management system, tous les textes d'une interface recensés, avec des clés, et donc la possibilité de les réutiliser. Je trouve que le parallèle est intéressant, et là où les deux vont se recouper, finalement, c'est dans la doc. Parce que dans la doc, on va définir, par exemple, à quoi ressemble un bouton, et on va aussi définir comment le rédiger, sans donner tous les textes de boutons possibles. On va donner des guidelines pour le rédacteur. Donc vraiment, là où tout va un peu s'entremêler, pour moi, c'est dans la doc. S'il y a vraiment on va dire un pivot, c'est là-dedans. Et d'ailleurs, en tout cas, chez Miracle, là où je travaille, les guidelines se font au même endroit, dans 08. Je voulais revenir à quelque chose que disait Camille. Oui, je t'en prie, Amandine, vas-y. Pour une fois, on va avoir une forme de désaccord entre Camille et moi. Ah, d'accord. De mon côté, je pense que faire la recension de l'intégralité des clés des clés contenues pour réutiliser, ça peut être dangereux. Et je me souviens d'un moment où, quand j'étais chez Blablacar, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait récupéré une clé annulée, mais que en allemand, en fait, on pouvait pas dire annuler un voyage et annuler l'envoi d'un message. C'était pas du tout le même mot. Et que en fait, le fait d'avoir récupéré une clé là pour faire encore une fois des économies, ça n'avait pas fonctionné. Et je pense qu'il peut y avoir plein de moments comme ça, surtout dans un produit qui va être traduit sur des langues qui sont pas parlées en Europe, et donc on va pas pouvoir anticiper ces incohérences, ou en tout cas ces moments où en anglais ou en français on va avoir un seul mot et il y en aura plusieurs dans une autre langue. Que en tout cas l'idée de réutiliser, elle est bonne, mais qu'on doit faire attention. Ok, d'accord. Donc pour revenir au content system, personnellement, j'en ai jamais vu. Est-ce que vous pourriez nous en donner un ou deux que vous connaissez et qui sont accessibles facilement sur Internet, s'il vous plaît? Alors, en français, tu as celui de Doctolib, où il y a une documentation autour du contenu. Et en tout cas en français. Et en anglais, le Graal des design systems, c'est Polaris de Shopify, où il y a eu un gros travail sur la définition des patterns de rédaction, sur le tone of voice, sur le glossaire, etc. Donc, si vous cherchez sur Google Polaris Shopify, vous tomberez dessus. Et je ne connais pas du tout le nom du design system de Doctolib, mais je pense que si on tape Doctolib plus design system, vous devriez trouver. Oui, je pense aussi. Alors, avant de terminer cette interview, Amandine, Camille, j'ai une question. D'après vous, est-ce que l'UX Writer est indispensable à une bonne expérience utilisateur? Alors là, si tu nous demandes à nous, je pense qu'on va plutôt te dire que oui. Moi, je pense effectivement que refuser de s'interroger sur les mots dans l'expérience utilisateur, ça fait un énorme impensé sur lequel il est dommage de ne pas se pencher.
Et surtout, j'ai l'impression qu'on le comprend de plus en plus, et surtout qu'on arrive à un moment de maturité de la profession où on peut poser un peu des règles et évaluer de plus en plus le fruit de notre travail. Que des outils comme l'A/B test, par exemple, peuvent être assez facilement utilisés pour évaluer à quel moment un changement de terme peut avoir une importance, ou un changement de CTA, mais en tout cas à quel moment ça peut vraiment changer la conversion. Oui, je pense que je suis du même avis qu'Amandine, hein, on prêche pour notre paroisse. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a été formé aux problématiques de contenu, qui a fait des études donc en rédaction technique, en localisation, en recherche, en traduction, il y a vraiment plusieurs origines possibles ou plusieurs profils de personnes qui peuvent arriver à faire nos métiers, évidemment, des développeurs, des designers. Mais en tout cas, avoir quelqu'un qui a ça en tête, c'est vraiment primordial. Et par contre, bah, quand on parle de ça, la question qu'on nous rétorque souvent, et elle est très légitime, c'est bah oui, mais dans mon entreprise, il n'y a pas de rédacteur. Ou alors, quand on est manager ou autre, c'est bah j'ai pas le budget pour l'instant pour embaucher un rédacteur. Donc, comment je fais pour tenir jusqu'à l'arrivée d'une personne? Et ça, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Et en fait, je dirais que la réponse à ça, c'est de pas mettre la rédaction sous le tapis. Parce que comme on l'a vu, les mots sur l'interface, ils sont obligatoires pour partir en prod. Donc, si personne s'en occupe, la tâche, elle va être déplacée jusqu'au bout finalement de la phase de développement. Et donc, c'est les devs qui vont vous dire attention, il manque quelque chose, ou attention, je pense que ça ne va pas. Et donc, je crois que pour que ça marche bien, même s'il n'y a pas de rédacteur, c'est qu'il faut en tout cas que le besoin il soit identifié et que de manière potentiellement aléatoire ou en tout cas de manière, on va dire, fluide, il y a une personne dans l'équipe expérience, dans l'équipe produit ou dans l'équipe design qui soit responsable des mots pour une fonctionnalité donnée. Parce que ça peut changer au fur et à mesure des features, etc. Mais en tout cas, que cette tâche, elle ne soit pas oubliée et mise sous le tapis et qu'elle ne ressorte pas au dernier moment. Donc, la plupart du temps, bah, c'est le designer qui va devoir travailler le contenu, mais ça veut pas dire qu'il doit le faire seul. Il peut être accompagné de son PM, de son lead designer, d'un autre designer pour arriver à une solution. Parce qu'en fait, bah, on le sait très bien, il y a des entreprises qui ne peuvent pas embaucher pour X ou Y raison, mais en tout cas, bah, ce besoin, il est là. Donc, quand il y a personne, vraiment, à mon avis, le conseil que je peux vous donner, je sais pas si Amandine en aura un autre, c'est de se dire, OK, sur cette feature, sur ce projet, qui va être responsable des textes? Qui va faire en sorte que, à la fin du projet, on aura bien les textes sur l'interface? Parce qu'en fait, vraiment mettre sous le tapis, c'est la pire des choses à faire. Et je suis complètement d'accord avec Camille. D'accord, ok Amandine. Dans cette interview, je voudrais aborder un thème qui est les formations aussi en UX Writing, en Content Design. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez aussi de votre cursus que vous avez suivi pour arriver au poste que vous avez aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Moi, j'ai fait le master CDMM, conception de documents multilingues multimédia à Paris 7 à l'époque. Paris 7 a changé de nom, je crois que c'est Université de Paris, et le master a changé de nom également. Mais en tout cas, ce master-là formait et forme aujourd'hui également à la création de documents, aux tests de lecture, à ce qui à l'époque s'appelait l'ergonomie, mais qui était en fait déjà de l'UX, et à la rédaction technique. Donc la rédaction technique, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, l'art de créer des manuels utilisateurs que personne n'a envie de lire, et en fait ça donne une très bonne hygiène de rédaction que de savoir qu'on écrit pour des personnes qui n'ont pas de temps à consacrer à notre lecture, qui ont mieux à faire et surtout qui ne veulent pas lire. Euh, donc à l'époque déjà, on insistait sur l'importance de la cohérence terminologique, la longueur des phrases qui devaient absolument être coupées, et d'autres questions d'accessibilité.
Et de mon côté, j'ai fait le master jumeau en fait de Paris 7, qui s'appelle, je crois toujours ILTS, donc Industrie de la langue et traduction spécialisée. Et il était moins centré sur la conception de documents comme le master d'Amandine, mais un peu plus vers la gestion de projets de localisation, l'internationalisation de contenu et tout ce qui est base de données, donc gestion de texte, gestion de bases terminologiques. Donc c'était, je pense que l'une comme l'autre, on a eu des formations assez novatrices sur ces thématiques-là, qui nous ont permis en fait d'avoir des bases assez solides pour nos métiers justement de lead UX writer ou de content designer. C'était des masters, donc c'était accessible après une licence, licence LEA ou LCE en général. Et donc c'était un master en 2 ans, avec un concours à la fin du master 1. Mais Paris 7, ou Université de Paris, propose une L3 rédaction technique, donc qui est un niveau qui est accessible avec un plus petit niveau entre guillemets, et qui forme au métier justement de la communication technique et de la rédaction technique. Et je pense qu'il est important de préciser que c'était des masters en alternance. Et qu'aujourd'hui, ils se sont ouverts à des postes, en tout cas du côté conception de documents, ils s'ouvrent à des profils qui se destinent à l'UX Writing, et il y a des cours d'initiation à la discipline également. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que à peu près monsieur, madame, tout le monde, en tout cas les gens qui sont intéressés par le sujet, peuvent suivre cette mini-formation ou cette initiation? Alors non, t'es obligé de suivre l'intégralité de l'année, c'est pas à la carte. Zut, dommage. Vous en parliez à l'instant, est-ce qu'il existe d'autres formations ou est-ce qu'il y a des formations que vous recommanderiez? Alors, il existe des formations que nous, évidemment, nous n'avons pas faites, mais il y a une formation au laptop qui est faite par Cassandra Deliby, qui est rédactrice UX, qui, je crois, se passe de manière régulière dans l'année, qui doit être sur 2 ou 3 jours. Et après, il y a souvent des modules UX Writing au sein de formation design, à l'ECV notamment. Mais je pense que dans les années à venir, il y aura aussi voilà, la création de formations autour de nos métiers. Il y a d'autres formations en ligne, notamment celle qui est faite par le collectif Content Design à Londres, qui est le collectif de Sarah Richards, qui aujourd'hui, je crois, s'appelle Waters. Et il y a plusieurs niveaux de débutants à confirmer. J'ai pas fait cette formation-là, mais j'ai toutes les raisons du monde de penser que c'est très solide. Et je pense que c'est l'instant promo du collectif, puisque Camille, Cyril Letton, Marianne Chaloupé-Qui et moi, on fait partie du collectif UX Writers FR. On organise des petites soirées tous les mois à peu près en ligne, et on commence à avoir une belle collection de vidéos qui, je pense, peuvent être utiles pour quelqu'un qui souhaite se former. Elles sont gratuites et elles sont sur YouTube. Oui, il n'y a aucun problème, Amandine, sur la promo. Donc, ça s'appelle uxwriter.fr, donc tout accroché en un seul mot.fr. Et vous pouvez retrouver également toute leur collection de vidéos sur YouTube. Alors, c'est une question qui revient régulièrement et qu'on m'a déjà posée également. Est-ce que, d'après vous, pour devenir, on va dire, un UX writer d'un niveau correct, est-ce qu'il vaut mieux avoir une formation très courte avec quelques jours, plutôt courte avec quelques semaines, ou plus longue avec plusieurs mois ou plusieurs années? Ah, c'est difficile, je pense, comme question. Je crois que Amandine, comme moi, il y a souvent quelque chose qu'on dit à des gens qui nous parlent de notre métier. On dit souvent que c'est beaucoup de bon sens. Et il y a aussi c'est un peu un état d'esprit. C'est-à-dire que quand on veut rendre les choses claires pour un utilisateur qui n'est pas nous, qui est pour un utilisateur qu'on doit apprendre à connaître, en général, ça se passe bien. En 2 jours, vous ne deviendrez pas UX Writer, ça c'est sûr. Mais en ayant une mentalité UX, que ce soit design, research ou rédaction, et que vous vous entraînez progressivement, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Mais je pense que vraiment le point principal,
c'est d'avoir cette curiosité, cette capacité à, je dis pas à se mettre à la place de l'utilisateur, mais d'envisager ces problématiques, de prendre connaissance des problématiques de l'utilisateur et au final de répondre à ça le plus simplement possible, en mettant dans simple vraiment le côté accessible. Ok. À l'instant, on parlait d'accessibilité. Est-ce que, d'après vous, il existe soit une formation ou même un poste d'UX Writer spécialisé en accessibilité et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, à ma connaissance, c'est plutôt que quand tu étudies l'accessibilité, on va te parler de l'accessibilité textuelle. Mais enfin, j'imagine qu'une entreprise, pour avoir un tel périmètre, qu'elle aurait besoin de se spécialiser, d'avoir un UX writer spécialisé vraiment en accessibilité. Enfin, ça demande une maturité et on n'en est pas encore là. Alors, je crois pas qu'il existe une formation spécifiquement pour ces personnes-là, mais tu peux être spécialiste en accessibilité qui va se former à l'UX Writing ou UX Writer qui va suivre un module de cours sur l'accessibilité. D'accord, c'est intéressant. Euh, pour parler un petit peu de maturité, est-ce que, d'après vous, pour être UX Writer ou Content Designer, faut obligatoirement avoir plusieurs années de design derrière soi ou de rédaction ou des choses comme ça? Ou alors est-ce qu'on peut être junior et se lancer directement, immédiatement dans le métier? Alors, moi, je pense qu'on peut se lancer en étant junior. Euh, Après, la réalité des annonces qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui ont l'air d'être disposées à laisser leur chance à des juniors, que tout le monde veut des seniors, mais qu'à un moment donné, vu la rareté de nos profils sur le marché, il va bien falloir que les équipes s'ouvrent en fait à la possibilité de prendre des personnes un peu moins expérimentés, mais qui ont le bon état d'esprit. Je sais pas ce que t'en penses, Camille. Oui, sur ça, je suis assez d'accord. En fait, c'est aussi parfois aux entreprises de prendre un peu de temps pour former des gens, enfin, aux problématiques UX, au design, aux outils. Moi, j'ai bénéficié de ça. En fait, j'ai été rédactrice assez généraliste pendant 3 ans avant d'arriver chez Deezer et qu'on me forme en fait à l'UX, qu'une designeuse en fait me prenne un peu sous son aile et m'explique comment elle construisait ses pages, quel outil elle utilisait et ce qui fait que je suis là aussi en partie grâce à elle parce qu'elle a pris le temps en fait de m'expliquer ses problématiques, les problématiques des utilisateurs pour que moi en fait je travaille bien. Donc c'est aussi comme ça que ça se passe. Je pense que comme le disait Amandine, il y a très peu de profils. C'est un métier qui intéresse beaucoup, donc ça c'est aussi super parce que je pense vraiment qu'il y a des postes malheureusement qui sont fermés parce qu'on ne trouve pas de candidats. Donc ça c'est quand même dommage, alors qu'on a des juniors sur le marché qui, avec un petit coup de pouce et un accompagnement de personnes plus seniors, elles peuvent être designeuses ou designers ou PM ou autres, qui les accompagnent en fait dans cette nouvelle carrière. Et je pense que de toute façon, on va en arriver là. Et c'est très bien. Oui, absolument. Euh, L'avant-dernière question que je voulais vous poser à toutes les deux, c'est comment voyez-vous votre métier dans 10 ans? Euh, la première chose qui me semble, je sais pas si c'est très optimiste, mais honnêtement, je pense que ça va arriver, c'est que notre présence ne sera plus jamais remise en cause. C'est que c'est un peu voir le verre à moitié plein, de se dire, au lieu de dire, de prouver notre valeur en permanence, ce sera plutôt les entreprises qui n'auront pas quelqu'un qui s'occupe du contenu, bah, qui devront se remettre en question. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, ce sera plus une question en fait d'avoir quelqu'un ou une équipe ou même une grosse équipe qui gère le contenu. J'attends ce jour avec une impatience non dissimulée. Je pense aussi que avec la fin de la remise en question de notre présence, on va être plus intégré dans le processus de design, qu'on va pouvoir intervenir plus tôt et par la force des choses avoir plus de force d'impact. Donc ça,
Parce que c'est compliqué. On est souvent sur un fil tendu à essayer de naviguer une situation où on nous demande à la fois de faire la preuve de notre valeur et en même temps on nous fait pas assez confiance pour nous laisser complètement la main libre et nous permettre d'aller jusqu'au bout de cette démonstration-là. Ça peut mener à des tensions au sein des équipes design. Donc je pense que oui, on sera plus intégré. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et d'après toi, est-ce que c'est plutôt une méconnaissance de votre métier ou peut-être des peurs que vous changiez tout et que vous cassiez tout en fait, ou d'où ça vient d'après toi? Je pense qu'il y a un ensemble de raisons qui mènent à la situation actuelle, mais en partie le fait que les UX writers restent souvent seuls dans les entreprises longtemps et n'ont donc pas le temps de bien bosser certains sujets. Et ben en fait ça fait qu'on travaille en mode dégradé et qu'on peut jamais sortir de ça. Et à la fois, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui est à la tête d'une équipe de recruter beaucoup plus de personnes euh, pour euh, pour que la tâche soit mieux intégrée. Euh, donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Les designers, bon, doit bien avoir des cas où il y a qu'un seul designer dans une entreprise, mais globalement, il y a quand même plutôt une équipe qui fait du design, qui permet de se dispatcher par tribe ou l'équivalent, ou sur des projets. Mais en tout cas, il y a un nombre de personnes qui fait qu'il est plus facile d'avancer déjà. Camille, peut-être tu as des éléments complémentaires? Oui, je suis assez d'accord avec ça et je pense que aussi une des raisons assez évidentes, c'est que bah, changer de manière de travailler, c'est pas tout le temps évident, hein. On dit que en start-up, on aime le changement, on aime quand ça bouge, mais globalement, l'humain n'aime pas tellement le changement. Enfin, on va pas se mentir, hein. Oui, c'est clair. Donc, bah, quand on a travaillé pendant plusieurs années d'une certaine manière et qu'on nous met un petit UX writer dans les pattes et qui va challenger notre manière de travailler, bah, c'est pas forcément la première réaction, c'est pas oh super, bah, voilà, il y a, faut pas, on va pas, faut aussi être, enfin, faut aussi être un peu compréhensif que il y a certaines personnes que ça va peut-être angoisser, stresser. Donc il y a potentiellement un peu de défiance, donc il y a une période peut-être aussi un peu de séduction, il faut voir, en fait, montre-moi comment tu travailles, ok, je vois que ça marche, enfin voilà, il y a aussi un temps d'adaptation, quoi, et ça, c'est dans n'importe quel métier. Oui, c'est clair. Enfin, la dernière question, bon, qui n'est pas vraiment une question, mais quel conseil vous pourriez donner à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît? Je crois que le truc que j'ai le plus entendu, en fait, ces 10 dernières années, c'est ouais, mais faire ça, les textes, ah, mais ça va vite, ou alors bon, non, non, mais on va faire ça dans un coin. Et donc, dès qu'on parle d'intégrer les rédacteurs plus tôt dans le process, je vois dans les yeux des PM ou des designers oh là là, mais ça va nous ralentir, ça va ralentir le process. Et en fait, j'ai envie de leur dire non, ça va pas ralentir le process. Si vous avez un rédac qui va être briefé tôt, qui va être du coup hyper content d'être briefé tôt, qui va avoir les bonnes infos, bah, il va faire un travail qui va vraiment amener de la valeur à la fonctionnalité. Donc en fait, on va pas perdre de temps, mais on va vraiment gagner en qualité. Et ça, c'est vraiment ce truc que j'ai envie que les auditeurs comprennent, c'est que faites-nous confiance, on n'est pas là pour ralentir votre process, loin de là. On a juste envie de faire les bons choix avec vous et au final de livrer la meilleure fonctionnalité ou la meilleure interface avec vous. J'étais très content de recevoir Camille et Amandine dans cette interview. Merci à elles deux d'être venues partager leur métier, leur expérience, leur passion dans Design+. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses et j'ai découvert des aspects que je ne connaissais pas du tout sur l'UX Writing. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs.
Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour faire monter mon podcast sur les plateformes d'écoute. Et si vous êtes une entreprise que vous souhaitez communiquer sur Design Plus, c'est tout à fait possible. Actuellement, je suis à la recherche d'un partenaire financier pour le développement de mon podcast. Je vous invite donc à me contacter via l'email que vous trouverez dans la description de chaque épisode. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt sur Design Plus. Salut! Ouais, merci pour ce temps d'échange. Ça nous a permis de développer des questions qu'on a trop peu l'occasion d'aborder autant en profondeur, je trouve. Merci à toi.